Bonjour. Cette série de conférences par Marc Romelin, neuroscientifique, et moi-même a pour objet d'essayer d'établir une connexion entre l'esprit, au sens général du terme, et les machines pensantes. C'est un sujet qui est évidemment tout à fait d'actualité, et ce que nous faisons à deux est une tentative de trouver des ponts et d'établir éventuellement les connexions que l'on peut intégrer dans, soit à partir du cerveau humain, créateur de l'esprit tel que nous connaissons, soit à partir des machines, créatrices de ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle. Et pour terminer, nous donnerons un bref aperçu de ce que sera dans 6 mois, car cette prise d'image est en juillet 2026. Dans 6 mois, la situation aura encore évolué et nous donnerons un aperçu de la manière dont la société humaine en général essaie d'aborder cette nouveauté complète pour elle, c'est d'avoir des machines qui pensent. Alors, dans ma contribution, je vais privilégier en effet l'approche des neurosciences cognitives, une discipline particulièrement complexe dans la mesure où, pour construire son objet, elle adopte des concepts, des modèles, des méthodes qui sont issus tant des sciences naturelles que des sciences humaines. Il s'agit en effet, et c'est une ambition incroyable, il s'agit en effet de mettre en évidence les relations qui existent entre, d'une part, le cerveau, un organe dont bien sûr la structure et le fonctionnement relèvent bien des sciences de la vie, de la physiologie notamment, qui in fine vont faire appel aux lois de la biophysique et de la biochimie. Relation donc entre cet organe-cerveau, d'une part, et l'esprit, d'autre part, dont l'étude relève bien sûr des sciences humaines, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, la linguistique, etc. Disons d'emblée que, dans notre perspective, la notion d'esprit ne désigne en rien une quelconque entité surnaturelle, comme l'âme par exemple. Cette notion d'esprit, en anglais le mind, se réfère à 2 dimensions, pour être très schématique. La première, ce serait l'ensemble des fonctions cognitives, perception, action, mémoire, attention, émotion, langage, conscience, etc. Toutes ces fonctions qui s'expérimentent subjectivement dans des états mentaux et des comportements. D'autre part, outre cette dimension-là, cognitive, on dirait, il y a une autre dimension tout à fait essentielle qui se réfère à la culture. Pourquoi cette référence à la culture ? Une des caractéristiques tout à fait remarquables de Homo sapiens, c'est que l'esprit humain s'externalise. On peut dire qu'il se réalise matériellement dans le monde à travers les œuvres, les savoirs, les techniques, les institutions, les formes symboliques, etc. Bref, l'esprit se réalise dans la culture. Cette histoire cumulative des avancées majeures de l'humanité, trésor de notre mémoire collective, à charge bien sûr à chacun de la faire vivre, de l'enrichir et de la transmettre. Les liens entre les 2 niveaux, le micro-niveau cerveau, le macro-niveau esprit, sont des liens de causalité. Et je tenterai d'illustrer 2 types de causalité. Une causalité que j'appellerai ascendante, qui démontre la relation causale nécessaire mais non suffisante entre le micro-niveau, le cerveau, d'une part, et les états mentaux, le macro-niveau. Et je défendrai l'idée que le macro-niveau émerge à partir du micro-niveau. Ce concept d'émergence est tout à fait capital, il intervient de manière essentielle dans le débat philosophique autour du réductionnisme. Outre cette causalité ascendante, je montrerai qu'il y a une seconde causalité que j'appellerai descendante, c'est-à-dire où le macro-niveau influence le micro-niveau.
On peut en effet défendre l'idée que la culture donne forme à l'esprit et au cerveau lui-même, étant donné notamment l'existence, chez Homo sapiens, de puissants mécanismes d'apprentissage et de plasticité cérébrale, mais aussi à l'existence, et ceci est tout à fait fondamental, tout à fait définitive pour notre destinée humaine, l'existence d'un état de très grande immaturité des circuits nerveux à la naissance. Le cerveau se programme dans le monde extra-utérin de la sémiosphère, c'est-à-dire de la culture au fond. Et ceci est un élément de destinée humaine tout à fait essentiel. Voilà les contributions que j'essaierai de défendre dans le cycle. Et alors la comparaison de tout ceci, l'articulation de tout ceci avec les machines, ont-elles aussi un esprit, pensent-elles et de quelle manière? Et c'est Patrice qui va bien sûr développer tout cela. Marc vient de prononcer le mot machine. Et ça, ce mot-là, va faire l'objet des réflexions que nous allons aborder maintenant. Pourquoi? Parce que nous y ajoutons l'adjectif pensante. C'est le problème de la machine pensante qui est nouveau. Comment une machine pourrait-elle penser? J'insiste sur le conditionnel, pourrait-elle penser? Eh bien, parce que par une série d'enchaînements et de processus qui se sont développés au cours des, disons, 50 dernières années. Le premier processus, c'est celui de numériser toutes les informations que l'on est capable d'obtenir. Toutes les informations, que ce soit de la parole, de l'image, du son, tout ce que vous voulez, tout est numérisable. À partir du moment où l'information est numérisée à cette échelle, elle devient une connaissance. Et cette connaissance crée un espace virtuel, un espace nouveau, dans lequel les machines peuvent alors intervenir. Et cette intervention se fait parce que l'espace lui-même, on arrive maintenant, par des travaux tout récents, on arrive à comprendre quelle est sa géométrie. Tout comme l'espace dans lequel nous vivons, disons à 4 dimensions, M. Einstein lui a donné une géométrie qui est maintenant bien connue, eh bien l'espace de la pensée est lui-même doté d'une géométrie que l'on commence à connaître maintenant. Et c'est l'utilisation de cette géométrie, la connaissance de cette géométrie et l'utilisation de techniques de traitement d'informations digitales qui font penser qu'on approche ou qu'on se dirige vers un mécanisme de pensée pour la machine. Et donc ça, ce sera les 2 premières séances. Et la dernière, nous allons regarder comment les sociétés, cette fois-ci, l'ensemble culturel, si vous voulez, d'Homo sapiens, comment les sociétés tentent d'abord de comprendre ce qui se passe et deuxièmement de réglementer le fonctionnement de cette pensée artificielle, mais cette pensée qui serait extérieure à l'être humain. Merci.